Bonjour à tous, et bien aujourd'hui un sujet qui va faire crisser quelques dents parce que effectivement quand on écoute les médias, on reste sur des croyances en croyant que la guerre en Ukraine a commencé en 2022. Le problème c'est qu'elle n'a pas commencé en 2022 mais en 2014. Donc je préviens tout de suite, l'objectif sur ce contenu n'est pas de prendre parti ni de justifier qui que ce soit. Il ne s'agit pas d'être pro ou anti mais simplement d'expliquer comment on en est arrivé là sans idéologie, sans narratif politique, uniquement les faits historiques et documentés. Pour preuve, les sources pour ce contenu sont les Nations Unies, les accords de Minsk 1 et 2, la résolution de l'ONU 2022, les déclarations de Merkel et de Hollande. S'il y a un responsable à l'invasion russe, c'est Merkel et Hollande, directement responsables. L'appressement, vous l'avez vu sur deux contenus que j'ai traités, je pourrais traiter également des articles du Monde. On les démonte en 2 minutes, on les démonte tellement les sources, c'est inexistant, les sources n'existent pas sur ces contenus, et ça va à l'encontre de la réalité donnée par les institutions internationales. La guerre en Ukraine n'a pas commencé en 2022, mais en 2014. 2014-2022, une guerre limitée au Donbass, encadrée par les accords de Minsk. En 2022, on bascule effectivement sur l'invasion russe, condamnée comme une agression par l'ONU. Mais on va voir pourquoi exactement. 2013-2014, ce qui a mis le feu à la poudre. Le Parlement ukrainien vote l'abrogation de la loi de 2012. Une loi qui permettait à une langue d'être reconnue officiellement dans une région si 10% de la population le parlait. Ça concernait le russe dans l'Est et dans le Sud, le hongrois, le roumain, le tatar. Cette suppression était perçue comme une menace directe par les populations ukrainiennes russophones du Donbass et de la Crimée, où se situent actuellement les Russes, précisément. Fait important, la loi n'est jamais entrée en vigueur car le président par intérim, Turchinov, a opposé son veto quelques jours plus tard. Mais le mal était fait. Moscou et les régions pro-russes ont utilisé ce vote comme preuve que Kiev voulait éliminer le russe, factuellement. Dans le Donbass, un conflit armé éclate entre forces ukrainiennes et groupes ukrainiens séparatistes russophones. Selon le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, entre avril 2014 et fin 2021, le conflit à l'est de l'Ukraine, inter-ukrainien, a fait environ 14 200 à 14 400 morts civils, soldats ukrainiens et combattants ukrainiens séparatistes, et entre 37 et 39 000 blessés. Donc, avant même février 2022, il y avait déjà une guerre de basse intensité depuis 8 ans. Pour stopper les combats, 2 séries d'accords sont signés. Minsk 1 en septembre 2014 et Minsk 2 en février 2015, sous médiation de la France et de l'Allemagne. Minsk 2 prévoit notamment un cessez-le-feu immédiat, le retrait des armes lourdes, échange de prisonniers, réforme constitutionnelle ukrainienne donnant un statut spécial à certaines zones du Donbass et rétablissement à terme du contrôle de la frontière par Kiev. En pratique, les combats diminuent mais ne disparaissent jamais. Chacune des parties accuse l'autre de violer Minsk. Les points politiques, statut spécial, élections locales, contrôle des frontières, restent bloqués. Beaucoup d'analystes considèrent aujourd'hui que Minsk a gelé le conflit sans le résoudre et n'a pas empêché l'escalade vers 2022. Car après 2022, 2 déclarations ont mis le feu aux poudres côté russe, qui a incité Vladimir Poutine à faire l'action de rentrer sur le territoire ukrainien. Je cite en 2022, en décembre 2022, Angela Merkel explique dans un entretien à Die Zeit, je parle anglais mais pas allemand, vous m'excusez l'accent, que les accords de Minsk 2014 étaient une tentative de donner du temps à l'Ukraine. Elle ajoute que l'Ukraine a utilisé ce temps pour devenir militairement plus forte. François Hollande, de son côté, tient des propos similaires dans une interview, confirmant que Minsk a permis à l'Ukraine de se renforcer avant une éventuelle reprise du conflit. Moscou interprète ces phrases comme un aveu de tromperie, un couteau planté dans le dos. Pour le Kremlin, Paris et Berlin n'auraient jamais voulu appliquer Minsk, puisqu'ils l'ont dit, Flambier et Merkel, mais seulement gagner du temps pour armer l'Ukraine. Les pays occidentaux répondent au contraire que Minsk visait à obtenir un cessez-le-feu durable, que si l'Ukraine se renforce, c'est parce qu'elle est agressée depuis 2014. Il se fiche un petit peu, il y a un gros mot, un petit peu du monde quand même. Pendant 8 ans, Vladimir Poutine n'a eu de cesse de réclamer l'application intégrale des accords de Minsk. Et il demandait pas un truc de fou. À chaque sommet sur le format Normandie, Moscou répétait la même demande, cessez-le-feu réel,
statut spécial du Donbass, réforme constitutionnelle ukrainienne, élections locales supervisées par l'OSCE, un organisme européen. Donc il demandait des élections locales, mais supervisées par l'Europe. Il ne peut pas faire mieux quand même. De 2015 à 2022, le Kremlin reproche à Kiev et à ses garants européens de ne jamais mettre en œuvre les points politiques centraux de l'accord. En 2021-2022, la Russie concentre des troupes autour de l'Ukraine et exige des garanties sur l'élargissement de l'OTAN, et les négociations n'aboutissent pas. Le 24 février 2022, la Russie lance une invasion à grande échelle de l'Ukraine. Le 2 mars de la même année, l'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution qui qualifie l'action russe d'agression contre l'Ukraine et exige le retrait complet des troupes russes. 141 votes pour, 5 contre. Le secrétaire général de l'ONU rappelle que cette invasion viole la Charte des Nations Unies. Les analystes militaires occidentaux, que ce soit le Pentagone, la défense américaine, l'équivalent en Angleterre, à l'OTAN également, expliquent que Moscou mène une guerre limitée, territoriale et d'attrition, pas une guerre de destruction totale, comme on peut voir entre Israël et la Palestine, par exemple. Juridiquement, au regard du droit international, la responsabilité de l'escalade en guerre est portée sur la Russie, même si le conflit armé existait depuis 2014, avec plus de 14 000 morts que la même ONU a certifié. Une double impasse politique. Côté russe, discours de protection des Ukrainiens russophones. Rejet de l'OTAN à ses frontières, volonté de garder l'Ukraine dans sa zone d'influence. Côté ukrainien, défense de la souveraineté, du contrôle du territoire, refus d'un droit de veto russe sur sa politique étrangère. Côté européen, les accords de Minsk sont un mensonge admis publiquement par 2 ex-présidents européens qui ont participé, acteurs principaux de ces accords. Les aveux postérieurs de Merkel et de Flamby en disent long, que Minsk a donné du temps à l'Ukraine pour se réarmer, comme ils ont dit. Et ils ont donné les arguments à Moscou qui parlent de trahison. S'il y a 2 responsables dans cette situation, encore une fois, c'est Merkel et Hollande. Ils devraient être traduits en justice. La Russie transforme une guerre locale déjà meurtrière en guerre de tranchées en prenant position sur les zones russophones. Et à nouveau, des dizaines de milliers de morts des deux côtés. Dans une guerre totale, la Russie engagerait son aviation stratégique, la saturation massive de missiles hypersoniques, la destruction systématique des infrastructures et l'anéantissement complet des positions adverses qu'elle ne fait pas. On le voit encore une fois, regardez ce que fait Israël sur la Palestine. C'est ça une guerre totale. La seule chose certaine, juridiquement, c'est que l'ONU qualifie l'invasion de 2022 d'agression et demande le retrait des troupes russes. Mais rien n'a été fait avant l'invasion russe. Au contraire, dire que la Russie s'ingère dans une situation, si tu oublies que cette situation était déjà un conflit armé interne, à ses frontières, officiellement documenté par l'ONU pendant 8 ans. On parle d'ingérence russe. Ok, mais alors, soyons s'il vous plaît cohérents. L'État français fait régulièrement la même chose. Mali, Niger, Burkina Faso, présence militaire, pression politique, renversement d'alliances, soutien à certains gouvernants plutôt qu'à d'autres. Syrie, Libye, intervention directe, livraison d'armes, reconnaissance ou non de gouvernement de transition. Centrafrique, j'y étais. Soutien militaire, et je peux en témoigner, je l'ai fait, soutien militaire à un camp contre d'autres factions internes. Serbie-Kosovo, j'y étais également. Positionnement diplomatique, influençant des affaires internes. Ukraine avant 2022, implication politique, financement, formation militaire, sanctions unilatérales. Dans tous ces cas, Paris appelle cela la stabilité, un soutien démocratique, une responsabilité internationale. Quand la Russie intervient dans un conflit déjà actif depuis 2014, on appelle cela de l'ingérence. Les mots changent selon qui agit, mais la mécanique géopolitique est exactement la même. C'est pour cela qu'il faut analyser les faits, pas les étiquettes, et sortir de l'idéologie. S'élever intellectuellement. Quand un État laisse un conflit interne tuer 14 000 de ses propres citoyens et qui ne respecte pas les accords de paix qu'il a signés et reconnus par les 3 présidents, Merkel, Hollande, Poroshenko, eux-mêmes, on n'est plus dans une affaire interne, on est dans un conflit non résolu devant un problème international, ce qui arrive dans de nombreux cas historiques comme en Yougoslavie, au Rwanda ou en Syrie. La Russie n'a pas inventé cette guerre, elle est entrée dans une guerre qui sait déjà. On peut condamner
l'intervention si on veut, mais nier 8 années de conflits documentés avant 2022, c'est simplement effacer l'histoire, effacer la chronologie. Et sans chronologie correcte, il n'y a pas d'analyse possible. Car entre les mensonges des uns, les illusions des autres et la logique de bloc, ce sont les Ukrainiens de l'Est comme de l'Ouest qui paient la facture. Merci d'avoir suivi ce contenu. J'espère qu'il a pu vous donner un angle plus large pour analyser la situation réelle, celle qui est cachée. Comme toujours, vérifiez, lisez, comparez. La géopolitique n'est pas une affaire d'émotion mais de faits. Merci pour votre soutien, vos partages et vos commentaires et à très très bientôt sur la chaîne.